Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin dans Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, si vous venez de vous réveiller, vous êtes dans Instant Vérité. Préserver la paix. De nombreux pays africains ont du mal à le faire. Fractures sociales, conflits intercommunautaires, crises politiques qui déclenchent des fois des guerres civiles, des guerres militaires. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale semble avoir trouvé la solution. La coalition prône une justice équitable doublée d'un renforcement des institutions. Alors, comment donc consolider la paix à l'intérieur de nos États après un conflit armé? Nous en parlons ce matin avec M. Ali Ouattara. Ali Ouattara, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Vous êtes aussi expert, consultant en justice internationale et ancien président d'Amnesty International. Alors, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, quelle est la vision principale qui sous-tend cette coalition? Merci. Je voudrais dire que la coalition est une structure internationale qui a vu le jour avant la création de la Cour pénale internationale. Donc, ce sont des ONG qui sont retrouvées avec des parlementaires européens pour créer une Cour pénale internationale permanente. Puisqu'il y a eu les tribunaux ad hoc du Rwanda et de la Yougoslavie qui avaient été créés par les Nations Unies, précisément par le Conseil de sécurité. Et donc, avec les lacunes, les difficultés, les faiblesses, on s'est dit qu'il fallait créer une structure internationale permanente où ce n'est pas les Nations Unies qui proposent la création, mais ce sont les États de façon libre qui peuvent y adhérer. Donc cette structure a vu le jour et les États adhèrent librement à la CPI à travers la ratification du statut de Rome créant la CPI. Et aujourd'hui, nous avons 124 États partis, dont la Côte d'Ivoire qui a été le 122e État. D'accord. Alors, on va tout de suite mettre le pied dans le plat pour aborder le vif du sujet de ce jour. Quelles sont les causes de la recrudescence ou de la croissance des conflits en Afrique, après, bien sûr, un conflit armé? Bien, je crois qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de causes. Voilà. Les causes, il y a l'injustice qui est très souvent récurrente dans nos États, différents États. Il y a les promesses qu'on fait, par exemple, avant les élections, on fait beaucoup de campagnes, on dit, bon, on fera ceci, cela, mais la réalité dans la pratique de la politique, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est la désillusion au niveau des électeurs. On pourrait également citer l'impunité, qui est le socle au niveau même de la CPI, parce que la CPI a été créée pour lutter contre l'impunité. On pourrait également parler également du fait qu'il y a les problèmes internes qui se posent. Et il faut aller un peu loin. Nous avons hérité en Afrique d'une situation où on n'a pas véritablement une nation. On prend le cas de la Côte d'Ivoire où il y a au moins 60 ethnies. C'est le cas de beaucoup de pays africains où c'est un peu difficile de faire en sorte qu'on ait cette perception de nation. Donc également, ce qui fait qu'il y a une fragilité au niveau de la population et la société souvent a des difficultés à ce niveau-là. Bien. Alors, donc c'est une question de mauvaise gestion de l'après-conflit, peut-être. Oui, voilà, c'est ce que vous voulez dire. On pourrait dire comme ça. D'accord. Alors, comment gérer l'après-conflit dans ces cas-là? Bien, l'après-conflit, justement, il faut d'abord faire la prévention. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre. Notre souhait, ce n'est pas qu'il y ait d'abord, disons, des tueries, il y ait des crimes qui se passent. Quand on prend le cas de la CPI, la CPI a un double rôle. C'est d'abord un rôle dissuasif, donc préventif, également un rôle répressif. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne voient que le rôle répressif. Répressif, c'est après, a posteriori. Bon. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il faut d'abord faire un travail de prévention. La prévention, ça s'est fait à tous les niveaux. Ça s'est fait dans les écoles, ça s'est fait au niveau de la société. En quoi faisant? De façon concrète? De façon concrète, la prévention, je prends le cas des établissements où il faut inculquer une culture du respect de l'autre, une culture des droits humains au niveau des établissements. Donc il faut insérer dans les programmes scolaires, dans l'enseignement, des modules qui peuvent amener les enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Bon. On a constaté, pardonnez-moi de vous couper, on a constaté tout simplement en Afrique qu'après un conflit armé, dans un pays, prenons le cas du Burundi par exemple, voilà, après un conflit dans ce pays-là est encore en conflit. Donc c'est comme si on n'a pas pris, on n'a pas tiré le son du conflit qui vient juste de finir, enfin, voilà. Comment se fait-il qu'après un conflit, il y a encore un autre conflit qui éclate? En fait, souvent, c'est la gestion du conflit qui pose un problème.
Vous savez, quand on prend... En Afrique, comment on gère ça? Oui, justement, c'est ça qui est le problème. En fait, c'est-à-dire que lorsque on prend dans la résolution de conflits, on dit qu'il faut tenir compte, il faut impliquer, ça doit être inclusif en fait. Très souvent, ce sont les politiques qui essaient de résoudre le conflit. Alors que eux, souvent, ils se retrouvent, mais la population en tant que telle, elle n'a pas l'opportunité... Vous voulez parler de la manipulation politique? Bien sûr. Donc, la population elle-même n'a pas l'opportunité de pouvoir être impliquée véritablement dans la gestion de conflit. Vous savez, au niveau des Nations Unies, il y a même une résolution qui demande à ce que la société civile et les femmes particulièrement soient impliquées dans la gestion de conflit. Généralement, c'est les femmes qui sont les victimes. Pourquoi les femmes? Les femmes sont, elles sont, quand il y a les guerres, les personnes les plus vulnérables sont les femmes et les enfants, et quelquefois les vieillards. Et donc, par conséquent, lorsqu'on veut résoudre le conflit, il faut que ce soit les femmes qui soient, les idées souvent, on tient compte des idées des femmes, on tient compte de leurs propositions. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique, très souvent, les femmes sont mises à l'écart. Ça, c'est un problème. La société civile également, ce sont les politiques qui se réunissent, les partis politiques, les groupes de rébellion, etc., qui essaient de trouver des accords pour résoudre le conflit, alors que ce n'est pas eux, généralement. C'est la population qui souffre le martyre. C'est la population qui est victime de ce qui se passe. D'accord. Le cas du Rwanda. Le Rwanda est sorti d'une très grave crise. Nous connaissons tous l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, le pays est arrivé à résoudre les germes du conflit, de leur conflit. Alors, il n'y a plus de Tutsi, il n'y a plus d'Hutu dans le pays. Mais certains pays africains retournent toujours, je vais dire, au même péché. Pourquoi c'est si récurrent? Oui, vous savez qu'il y a plusieurs mécanismes dans le cadre de gestion de conflits. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, où nous avons souhaité, la Côte d'Ivoire a adopté plusieurs méthodes. Il y a d'abord la justice transitionnelle, il y a la CDVR, il y a également la justice nationale à travers les poursuites qui se font, et la Côte d'Ivoire est un peu plus loin avec la justice internationale. Donc, au niveau du Rwanda, pour revenir au cas précis dont vous parlez, c'était la justice transitionnelle qui avait été mise sur pied, et on allait même en utilisant la justice traditionnelle à travers les gachachas. Donc, les gachachas qui permettaient à ce que les tribunaux coutumiers puissent juger, disons, des personnes qui ont commis des crimes, qui ont commis des crimes, et avec le pardon des bourreaux, de façon symbolique, il fallait donner quelque chose pour que ces personnes-là puissent être acceptées par la population. Donc, le Rwanda a pu résoudre ce conflit parce que le pays a adopté peut-être plusieurs systèmes de gestion de conflits, peut-être en utilisant la tradition, et en même temps en utilisant, je vais dire la démocratie, peut-être à l'occidental, ce que vous voulez expliquer. Alors, on va être beaucoup plus précis cette fois-ci. Vous êtes dans votre coalition, vous ne faites pas seulement des campagnes de sensibilisation ou encore des communications autour de la nécessité de la paix, mais vous faites également des études sur le terrain. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est un pays réconcilié? Bien, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise, ça, on n'en doute pas. Mais la réconciliation est un long processus. Et nous ne pouvons pas dire de façon systématique que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Ça, il faut être... Non, dites-moi oui ou non si la Côte d'Ivoire est réconciliée. Non, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, la réconciliation, c'est un processus. Voilà, donc on ne peut pas systématiquement dire aujourd'hui qu'à 100% la Côte d'Ivoire est réconciliée. La Côte d'Ivoire a commencé à être réconciliée, c'est ce qu'on peut dire. Puisque dans les études que nous avons menées, il y a une perception d'une justice à deux vitesses au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une perception du fait qu'il y a une partie de la population qui ne se sent pas concernée parce que c'est fait comme au niveau de la réconciliation. Mais que doivent faire les autorités ivoiriennes? Justement, il faut impliquer toutes les parties au niveau des difficultés qu'il y a en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une solution pour la Côte d'Ivoire, là, maintenant? Oui, vous qui êtes dans la coalition, vous qui militez pour la paix dans les pays africains. Oui, nous disons que, à l'instar de certains pays, comme vous allez parler du Rwanda, à l'instar de certains pays comme l'Afrique du Sud, à l'instar de certains pays comme le Maroc, qui ont réussi justement leur justice transitionnelle, il faut qu'il y ait la sincérité dans ce qu'on pose comme acte. Il faut qu'il y ait ce qu'on pose comme acte, les propositions qui sont faites soient inclusives et surtout qu'on ne prenne pas une partie de la population pour laisser une autre partie. D'accord. Alors, on va parler d'un autre point assez essentiel de votre intervention. Il s'agit de la CPI, de la Cour pénale internationale. Pourquoi avez-vous choisi de soutenir la CPI? Pourquoi vous n'avez pas opté tout simplement pour la mise en place d'une autre juridiction? Pourquoi la CPI? Oui, nous avons dit tout à l'heure que la CPI a vu le jour après les expériences des tribunaux spéciaux de Rwanda et la Yougoslavie. Ces tribunaux ont été créés
l'émanation du Conseil de sécurité. Donc, le Conseil de sécurité est une structure un peu politique. Et donc, nous avons dit qu'il était bon qu'il ait une structure internationale où on adhère librement. Et donc, notre souci, c'est la lutte contre l'impunité. C'est pour ça qu'on adhère à la CPI. D'accord. Parce qu'on se rend compte que... La lutte contre l'impunité, il se trouve que la CPI ne traite que de cas africains. Sur 10 affaires instruites par la Cour, 9 sont africaines. Dites-moi, l'impunité, ça se situe au niveau de l'Afrique? C'est l'impression que ça donne. C'est cette mauvaise perception justement de la Cour. Et malheureusement, avec la manipulation de syndicats de chefs d'État, il faut le dire, c'est un syndicat de chefs d'État qui est soutenu par quelques intellectuels africains qui essaient de manipuler et de désinformer. La réalité, ce sont les chefs d'État africains qui manipulent qui? Qui manipulent la population africaine, malheureusement les citoyens africains. Parce que dans la réalité, ce que vous êtes en train de dire, quand on prend les différentes affaires au niveau de la Cour, comme vous le savez, la CPI, les États adhèrent librement. Dans les différentes affaires en cours, la grande majorité, plus de 90% de ces affaires-là ont été demandées par les chefs d'État eux-mêmes. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'ancien président qui a demandé à ce que la CPI vienne en Côte d'Ivoire. Vous prenez le cas de l'Ouganda, c'est le président ougandais qui a demandé à ce que la CPI vienne. Et maintenant, pourquoi il se rétracte? Justement parce que lorsque la CPI essaie d'être impartiale et d'être équitable, dans les enquêtes de façon générale, on se rend compte que ceux qui ont demandé que la CPI intervienne dans leur État, les poursuites, les enquêtes souvent arrivent vers leurs proches et souvent vers eux-mêmes. Donc ils se rétractent au dernier moment. Et c'est le cas dans beaucoup de pays africains où au dernier moment, on avait pensé qu'on pouvait utiliser la CPI pour pouvoir, disons, brimer son opposition ou bien pour pouvoir arrêter certaines personnalités de l'opposition ou bien de la rébellion. Mais au dernier moment, on se rend compte que la CPI, dans sa quête d'équité, met les enquêtes et tend à émettre souvent des mandats d'arrêt contre ces personnalités. Les pays africains se trouvent, pour ainsi dire, pris entre le marteau et l'enclume au fil des enquêtes de la CPI. Alors donc, on va aujourd'hui, M. Ali Ouattara, le temps qui est vraiment imparti est arrivé à terme. Alors donc, mesdames et messieurs, on va tout simplement retenir que la préservation de la paix passe nécessairement par une justice équitable, par l'éducation, comme vous venez de dire, par le renforcement de la justice. Par l'implication également des femmes, l'implication des femmes, la société civile et tout ça. Donc, d'où le combat de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale de plaider pour le maintien des pays au sein de la CPI et d'inviter les États africains à préserver la paix. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique Instant Vérité. Restez avec nous sur RTI 1, Matin Bonheur se poursuit.